Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai compilé 5 affaires intéressantes concernant Hollywood. Encore une fois, c'est une longue vidéo, alors profitez-en. N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire. Merci beaucoup. Pour la narration de faits divers d'aujourd'hui, nous allons retourner en novembre 2010 et nous rendre à Los Angeles, en Californie. Il était environ minuit 25, le mardi 16 novembre, lorsque les habitants du quartier huppé de Beverly Hills ont été dérangés par le bruit de 4 coups de feu, suivi du fracas d'une voiture. Plusieurs appels à la police ont suivi et, lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé une Mercedes-Benz E3, 150 noire de 2010, qui avait grimpé sur le trottoir avant de percuter et de renverser un lampadaire. Au volant de la voiture se trouvait une femme élégamment vêtue d'une robe et d'un pantalon bleu foncé. Affaissée sur l'airbag gonflé, elle saignait abondamment et tenait à peine à la vie. Les médecins ont tenté de venir en aide à la femme, qui a été rapidement transférée au centre médical Cedars-Sinai, où, malgré les efforts des médecins, elle a été déclarée morte à 1h12 du matin. Cela a marqué le début d'une enquête pour meurtre qui, bien que rapidement résolue officiellement, a laissé beaucoup de gens se demander si elle a réellement été complètement élucidée. La femme dans la Mercedes était Véronique Chazon, 64 ans, surnommée Ronnie. C'était une attachée de presse bien connue et très respectée, travaillant dans l'industrie du cinéma. Ronnie est née le 17 octobre 1946 à Kingston, dans l'État de New York, deuxième enfant de Caroline et Irving Cohen. Elle a grandi à Riverdale, dans le Bronx, et à Washington Heights, à Manhattan, avec son frère aîné, Larry, qui deviendra plus tard un scénariste, producteur et réalisateur célèbre. Ronnie a déménagé à Los Angeles dans les années 70 pour devenir actrice, mais a finalement travaillé comme attachée de presse. Elle a dirigé le département de relations publiques chez American International Pictures avant de passer 10 ans en tant que vice-présidente exécutive du département cinéma dans la prestigieuse agence de relations publiques Rogers Cohen. Ronnie a été nommée vice-présidente principale des relations publiques chez Metro-Goldwyn-Mayer en 1993, puis elle a créé sa propre société, Chasen Company. Bien qu'elle soit relativement inconnue du grand public, dans les cercles hollywoodiens, elle était reconnue et respectée pour son travail de relations publiques auprès de certaines des plus grandes stars et productions cinématographiques d'Hollywood. Elle était porte-parole pour les plus grands réalisateurs, une stratège clé pour les producteurs en quête d'un Oscar, et elle était responsable du travail de relations publiques de certaines des plus grandes stars de Hollywood, dont Morgan Freeman, Michael Douglas et John Travolta, ainsi que de compositeurs de musique de films comme Hans Zimmer. Ronnie travaillait extrêmement dur pour ses clients et s'attendait à ce que ceux qui l'entouraient fassent de même. Elle était tenace et professionnelle, développant des relations durables avec ceux avec qui elle travaillait. Ronnie s'est brièvement mariée dans la vingtaine et a décidé de ne pas avoir d'enfants, voyant ses amis et clients comme sa famille. Elle a travaillé sur la promotion et les campagnes pour les Oscars de plus d'une centaine de films, dont Des mineurs, Cocoon, La Maison du Lac, Dreamgirls et Miss Daisy et son chauffeur. Au moment de sa mort en 2010, elle travaillait sur la campagne des Oscars pour Alice au Pays des Merveilles, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Au fil des ans, ses clients ont reçu plus de 150 nominations aux Oscars et plus de 65 aux Grammy Awards. Le soir du lundi 15 novembre 2010, Ronnie a assisté à la première de burlesque au Grauman's Chinese Theatre à Hollywood. Après la première, elle a assisté à l'after-party à l'hôtel W Hollywood sur Hollywood Boulevard. Ronnie a quitté la fête vers minuit pour rentrer chez elle à son appartement en copropriété sur Wilshire Boulevard. À 00h22, Ronnie a appelé depuis son portable son bureau pour dicter une liste de tâches à faire le lendemain. Ce n'était pas rare pour Ronnie qui travaillait à toute heure. Environ 6 minutes après avoir passé cet appel, elle s'est arrêtée à un feu rouge dans la voie de gauche pour tourner à l'intersection de Sunset Boulevard et Whittier Drive à Beverly Hills. Alors qu'elle se trouvait à ce carrefour, Ronnie a été abattue de 4 balles à travers la vitre côté passager avant de sa Mercedes.
La voiture a dérivé sur une courte distance le long de Whittier Drive, sur moins d'un quart de mile, avant de monter sur le trottoir et de renverser un lampadaire devant le numéro 815. Les résidents ont signalé des coups de feu et un accident, déclenchant rapidement une enquête du service de police de Beverly Hills. Lorsque la nouvelle du meurtre de Ronnie a été annoncée, ce fut un choc pour ceux qui la connaissaient, ainsi que pour la communauté locale, les meurtres étant extrêmement rares dans ce quartier huppé de Los Angeles. L'enquête s'est d'abord concentrée sur la collecte de preuves médico-légales sur les lieux et sur la reconstitution du déroulement des événements à partir des différents appels au 911. Aucun mobile clair ni suspects immédiats. Les résidents du quartier de Whittier Drive ont été sollicités pour des images de vidéosurveillance, et à la fois l'hôtel W et le condominium de Ronnie ont été fouillés à la recherche d'indices. Le 23 novembre, la presse a rapporté que le maire de Beverly Hills, Jimmy Delshad, avait indiqué que les coups de feu venaient d'une position surélevée, suggérant que le tueur était dans un SUV ou un camion. Il a ensuite été précisé qu'il s'agissait de la théorie du maire et non de la position officielle du service de police. Ce soir-là, les détails du meurtre de Ronnie ont été diffusés dans l'émission America's Most Wanted. Ces funérailles ont eu lieu le lendemain, le dimanche 21 novembre. La chapelle de 250 places était pleine, avec 300 invités supplémentaires assis sous un auvent pour regarder la cérémonie sur un écran, et un surplus d'invités qui ont dû rester debout pendant la cérémonie. Harold Matzner a annoncé, pour le festival du film de Palm Springs, une récompense de $100 000 pour toute information menant à l'arrestation et la condamnation du meurtrier de Ronnie. Un autre ami de Ronnie, Michael Levine, a également offert une récompense de $25 000. Une semaine après le meurtre, la presse a rapporté qu'il y avait plusieurs indices, laissant penser qu'il s'agissait d'un meurtre professionnel. Il a également été rapporté qu'une amie de Ronnie affirmait que Ronnie avait parlé d'être suivie en mars de cette année-là et qu'elle avait peur. Apparemment, les coups de feu ont été tirés rapidement et de façon régulière, et les journaux ont commencé à spéculer sur un meurtre de type tueur à gages avec des tirs soigneusement ciblés. Aucune douille, cartouche tirée ni arme du crime n'a été retrouvée. Avec peu d'éléments à disposition, les spéculations allaient le bon train quant à l'identité du responsable du meurtre. S'agissait-il d'un accès de rage au volant? Une fusillade en voiture? Un vol aurait-elle été suivi après la première du film? Était-ce un contrat professionnel ou peut-être un crime passionnel? Les gens essayaient de donner un sens à cet acte de violence insensé. Des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de dettes de jeu, de transactions artistiques et de financement de films peu scrupuleux. Cependant, ceux qui connaissaient Ronnie ont rejeté cette possibilité. Elle était honnête et parlait franchement. Ne buvait pas, n'a jamais touché à la drogue et avait des clients avec qui elle avait développé des relations si bonnes qu'elle les considérait comme sa famille. Quelques jours après la diffusion d'America's Most Wanted, un témoignage a été reçu d'une personne suspectant un voisin d'être lié au crime. Ce voisin était Harold Martin Smith, âgé de 43 ans. Harold avait plusieurs condamnations, remontant à au moins 25 ans. Il avait purgé 2 peines dans une prison d'État, ayant été libéré pour la dernière fois en 2007 après une condamnation pour vol, puis libéré de sa liberté conditionnelle en 2009. Harold vivait à l'Harvey, un hôtel résidentiel à bas prix sur Santa Monica Boulevard à East Hollywood. Il était au chômage, sans argent et circulait à vélo. Le 1er décembre 2010, vers 17h30, la police de Beverly Hills a abordé Harold dans le hall de l'Harvey pour lui remettre un mandat de perquisition. Au moment où ils l'ont fait, Harold a sorti une arme et s'est tiré une balle dans la tempe droite, mourant sur le coup. Harold, selon ceux qui le connaissaient, jurait après 2 peines de prison qu'il préférerait mourir que d'y retourner. Qu'il ait été ou non impliqué dans le meurtre de Ronnie, un criminel armé approché par la police risquait une nouvelle peine de prison, ce que Harold semblait bien décidé à éviter. Certains articles de presse affirmaient que des témoins avaient entendu Harold se vanter d'avoir tué Ronnie, tandis que d'autres prétendaient qu'il avait dit l'avoir tué pour $10 000. La police a déclaré que Harold était une personne d'intérêt dans le meurtre de Ronnie en attendant d'autres résultats. Le 6 décembre, la presse rapportait que l'arme utilisée dans le suicide de Harold n'était probablement pas la même que celle qui avait servi à tuer Ronnie.
Le Daily News a publié un article selon lequel des habitants du lieu du meurtre de Ronnie avaient reçu un courriel décrivant un homme qui s'était approché d'une femme à un feu rouge, avait baissé la vitre, souri et pointé une arme sur elle avant de repartir rapidement. Le Daily News a aussi rapporté que peu après la mort de Ronnie, un homme de 53 ans avait été tué par balle à travers la vitre passager de sa voiture à Covina, Californie, lors d'une attaque similaire. Heureusement, l'homme a survécu, bien qu'aucun lien officiel n'ait jamais été établi entre ces affaires. Le 8 décembre, le département de police de Beverly Hills a tenu une conférence de presse déclarant que l'arme qu'Harold avait utilisée pour se donner la mort correspondait de manière préliminaire à celle utilisée pour tuer Ronnie. Le chef de la police, David Snowden, a déclaré qu'il pensait qu'Harold avait tué Ronnie lors d'une tentative de vol. Il pensait qu'Harold avait agi seul et il ne croyait pas qu'il s'agissait d'un meurtre commandité. Il ne recherchait donc personne d'autre en lien avec le meurtre de Ronnie. Il a été signalé plus tard que 4 douilles avaient été trouvées lors de la fouille des affaires de Harold, mais je n'ai pas trouvé d'autres informations à ce sujet. Après 3 semaines de rumeurs sur des tueurs à gages, des gangs et des dettes de jeu, il s'avérait que Ronnie était juste au mauvais endroit au mauvais moment. Cependant, beaucoup sont restés peu convaincus par cette conclusion. Les journaux rapportaient en plus que des gens continuaient de remettre en question cette version officielle des faits, estimant qu'il restait trop de questions sans réponse et que les choses ne collèrent tout simplement pas. Si c'était un vol, pourquoi tant d'objets de valeur avaient-ils été laissés dans la voiture ? Harold aurait pu passer la main par la vitre brisée pour prendre le sac à main et le portefeuille de Ronnie. Se déplaçant à vélo, il n'avait pas de voiture. Était-il raisonnable de penser que ce crime avait été commis à vélo ? Aucun témoin ni vidéosurveillance ne plaçait Harold sur les lieux, ce qui poussait beaucoup à se demander comment un homme noir, pauvre, armé, aurait pu rester inaperçu à vélo dans le quartier aisé de Beverly Hills. Si Harold s'était vraiment vanté d'un gain de $10 000, d'où venait cet argent s'il avait agi seul ? Après des semaines de discussions sur des assassins entraînés par l'armée, notamment en raison de l'espacement régulier des coups de feu, ce meurtre aurait-il vraiment pu être commis par ce petit délinquant à vélo, désespéré d'obtenir de l'argent ? A-t-on trouvé des douilles parmi les affaires de Harold ? Les journaux avaient précédemment rapporté que l'arme utilisée lors du suicide de Harold ne correspondait pas à celle du meurtre de Ronnie, et beaucoup se sont accrochés à cette information apparemment erronée. Cependant, ceux qui doutaient n'avaient pas de meilleure explication sur ce qui s'était passé. Les premières rumeurs concernant des dettes de jeu et le monde de l'art se sont toutes révélées fausses. La présence d'objets de valeur sur place s'expliquait facilement. La voiture de Ronnie avait dérivé sur environ un quart de mile après la fusillade, ce qui a peut-être empêché Harold de saisir quoi que ce soit. L'utilisation d'un vélo lors d'un crime est plus courante qu'on ne le croit, car il se transporte aisément, permet de circuler vite dans les ruelles et s'abandonne facilement. Se pourrait-il que ceux qui connaissaient et aimaient tant Ronnie ne voulaient vraiment pas croire qu'elle leur avait été enlevée de manière aussi aléatoire et injuste, et qu'à cause de cela, ils cherchaient une meilleure explication à sa mort. En 2011, un communiqué de presse a été publié indiquant qu'après une enquête exhaustive, comprenant l'examen de documents financiers, de milliers d'emails et de textos, ainsi que le suivi de nombreuses pistes, l'enquête avait été terminée. Les détectives de l'homicide ont conclu que le seul auteur était Harold Martin Smith. En octobre de cette année-là, il a été rapporté que Harold Mattner et Michael Levan, qui avaient offert la récompense, étaient poursuivis en justice par la personne qui avait fourni le tuyau à America's Most Wanted, parce qu'ils n'avaient jamais pas payé la récompense. Harold Mattner a défendu sa position en déclarant que de nombreuses personnes étaient troublées par l'affaire et ne croyaient pas qu'il y avait suffisamment de preuves pour conclure que le meurtrier avait été identifié. Bien qu'il y ait eu un suspect qui s'était suicidé, il n'y avait eu ni arrestation ni condamnation de la personne responsable. Harold Mattner a poursuivi en déclarant que si l'argent n'allait pas aux hipsters, il irait à une bonne cause caritative. Ce n'était pas une question d'argent, il voulait justice pour Ronnie. Le procès a finalement été réglé pour un montant non divulgué. De nombreux rapports de police et documents liés à l'affaire sont restés confidentiels malgré les demandes de publication. En Californie, selon dit, l'autopsie est un document public, sauf lorsqu'il y a une affaire ou une enquête en cours. Cependant, celle de Ronnie est restée secrète. La réticence à partager des documents dans une affaire close où victime et auteur sont décédés a inquiété certains.
Le réalisateur indépendant de documentaires Ryan Katzenbach a engagé une bataille juridique contre le service de police de Beverly Hills et le bureau du coroner du comté de Los Angeles en 2013. Cela a finalement abouti à la mise à disposition de certains, mais pas de tous, les documents liés à l'affaire. Lors d'une interview avec le Hollywood Reporter en 2016, il est clair que Ryan pense qu'il y a encore plus à découvrir sur cette affaire. La question reste: aurait-on pu condamner Harold sans aucun doute raisonnable si l'affaire avait été jugée ? Malheureusement pour certains, le suicide de Harold a été perçu comme un aveu de sa culpabilité. La succession de Ronnie valait près de 6 millions de dollars à sa mort. Après le paiement des impôts, des frais juridiques et des dons à des œuvres de charité, le reste de sa succession a été légué à sa nièce préférée, la fille de Larry Cohen, Melissa. L'autre fille de Larry, Jill Gatsby, a reçu, selon les termes du testament, intentionnellement et en toute connaissance de cause, seulement 10 dollars. Jill a déclaré qu'elle aimait sa tante, mais qu'il y avait un secret de famille concernant Ronnie et la carrière de Jill en tant qu'écrivaine, secret que Jill préférait garder pour elle. Goel Reed m'a écrit en avril dernier pour me proposer de couvrir cette affaire. Merci pour la suggestion, Gail. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'ajouter vos commentaires ci-dessous. J'ai hâte de les lire. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour la narration de True Crime d'aujourd'hui, nous allons visiter Hollywood pour examiner la vie traumatisante de Cheryl Crane. Être l'enfant d'une star de cinéma riche et célèbre doit certainement offrir des privilèges extrêmes, mais il arrive souvent que ce luxe ait un prix élevé, et ce fut certainement le cas pour Cheryl Crane. Cheryl est née le 25 juillet 1943 de la star de cinéma Lana Turner et de son mari restaurateur Stephen Crane. Cheryl a connu des débuts difficiles, sa vie ne tenant qu'à un fil pendant 2 mois à cause d'une incompatibilité avec le facteur RH sanguin de sa mère. Lana était peu présente et Cheryl a surtout été élevée par sa nourrice. Lana, quant à elle, menait une vie glamour bien loin de ses propres débuts modestes. Elle est née Julia John Mildred Frances Turner le 8 février 1920 à Wallace, dans l'Idaho. Elle était l'unique enfant de John Virgil Turner et de Mildred Frances Cohen, qui n'avait que 16 ans lorsque Lana était née. La famille, en étant en difficulté financière, a déménagé à San Francisco quand Lana avait 6 ans, puis ses parents se sont séparés peu après. Le 14 décembre 1930, le père de Lana a gagné de l'argent à une partie de craps itinérante. Il a caché ses gains dans sa chaussette et est rentré chez lui. Plus tard, on l'a retrouvé battu à mort au coin des rues Minnesota et Mariposa. Sa chaussure et sa chaussette gauche manquaient pants. Son meurtre n'a jamais été élucidé et sa mort prématurée a eu un effet profond sur Lana, qui avait 10 ans. La mère de Lana travaillait souvent 80 heures par semaine pour essayer de joindre les deux bouts. Et Lana passait souvent du temps chez des amis de la famille pendant que sa mère essayait d'économiser de l'argent. C'est pendant l'un de ces séjours que Lana a été abusée. Et peu de temps après, sa mère a décidé de déménager à Los Angeles à la recherche d'une vie meilleure. C'est là que les rêves de Lana de devenir actrice sont nés et qu'elle a commencé à chercher des rôles au cinéma. À l'âge de 17 ans, elle a eu de petits rôles dans les films « Ils n'oublieront pas », Le Grand Garrick, et la version de 1937 de Une étoile est née. L'année suivante, elle a eu un petit rôle dans le film de 1938. L'amour trouve Andy Hardy avec Nicky Rooney, et elle est devenue connue sous le nom de Sweater Girl pour sa grande beauté et son charisme à l'écran. Au moment de la naissance de Cheryl, elle était devenue l'une des actrices les mieux payées des États-Unis et l'une des plus grandes stars de la Metro-Goldwyn-Mayer. Sa vie privée éclipsait souvent ses réussites, malgré la progression constante de sa carrière cinématographique. Au cours de sa vie, elle s'est mariée 8 fois, dont 2 fois avec le père de Cheryl, Stephen Crane. Elle a lutté contre l'alcoolisme et a traversé l'épreuve de 3 mortinescences en 1949, 50 et 56, toutes dues à des complications liées à son sang. Cheryl a eu une série de beaux-pères au cours de sa vie.
Et, dans ses mémoires, elle reviendra sur le fait que ses deux parents avaient des personnalités dominantes, étaient un vaniteux, talentueux, égoïstes et sauvages, ajoutant qu'elle était fascinée par eux, mais qu'elle vivait à distance leur princesse dans une tour. Elle racontait une enfance solitaire et s'enfuyait souvent pour observer sa mère et ses amis, glamour de loin. Bien plus sinistre était la maltraitance que Cheryl a subie de la part de certains amis et amants de sa mère. Dans les mémoires de Cheryl, elle affirme que la star de cinéma Fernando Lamas nageait nu devant elle lorsqu'ils étaient montés seuls et qu'une nourrice la touchait de manière inappropriée et lui mordillait l'oreille. Elle poursuit en déclarant que la star de Tarzan, Lex Barker, le quatrième mari de Lana, l'a d'abord agressée sexuellement dans le sauna familial alors qu'elle n'avait que 10 ans, puis qu'il a continué à l'abuser violemment tout au long de son mariage avec sa mère. Lorsque Cheryl a finalement raconté cela à sa mère, Lana est immédiatement rentrée à la maison et a braqué un pistolet sur la tête de Lex pendant qu'il dormait. Elle l'a réveillé et l'a mis à la porte de la maison. Mais c'est la relation de Lana avec Johnny Stompanato qui allait provoquer les gros titres qui entraient voir la famille pour toujours. Au printemps de 1957, Lana tournait le film La Dame prend l'avion à Los Angeles. Pendant cette période, elle a commencé à recevoir des appels téléphoniques et des fleurs d'un homme utilisant le nom de John Steele. John Steele était en réalité Johnny Stompanato, âgé de 32 ans, un gangster ayant des liens étroits avec le milieu criminel de Los Angeles et le mafieux Mickey Cohen. Il redoutait que si Lana apprenait sa vraie identité, elle refuse de sortir avec lui. Il la courtisait avec insistance et le couple sortit rapidement ensemble. Lorsque Lana a découvert sa véritable identité, elle l'a confrontée et a mis fin à leur relation. Cependant, Johnny n'était pas un homme qui abandonnait facilement et il a fini par user la résistance de Lana. La relation a continué, devenant de plus en plus violente. Elle était marquée par un cycle de disputes violentes, de violences physiques et de réconciliations répétées. Il a été affirmé que Johnny avait drogué Lana et, alors qu'elle était inconsciente, avait pris des photos d'elle nue pour s'en servir comme moyen de chantage. Lors du tournage de Another Time, Another Place, avec Sean Connery à Londres en septembre 1957, Johnny a rendu visite à Lana en Angleterre. Comme cela était devenu quelque peu une habitude, la visite a bien commencé, mais a rapidement mal tourné, Johnny finissant par étrangler violemment Lana, lui tenant un rasoir contre le visage et la menaçant de la défigurer. Lorsque Johnny s'est présenté sur le plateau, il a été confronté par Sean Connery, qui a protégé sa partenaire Lana. La police a été impliquée et Johnny a quitté le pays le lendemain. Encore une fois, le couple s'est réconcilié et a passé les mois de janvier et février de l'année suivante en vacances à Acapulco. Cependant, les choses ont pris une autre tournure dramatique lorsque Lana a assisté à la cérémonie des Oscars le 26 mars 1958, accompagnée de sa fille Cheryl et de sa mère Mildred en tant qu'invitée. Johnny était furieux que Lana ne l'ait pas emmenée avec elle, et il l'a attendue à la maison jusqu'à son retour, puis il l'a agressée physiquement. Quelques jours plus tard, Lana et Cheryl ont emménagé dans une nouvelle maison sur North Bedford Drive à Beverly Hills. Puis le 4 avril, Lana et Cheryl, âgées de 14 ans, sont allées plus faire du shopping. Pendant cette sortie, Lana a dit à Cheryl qu'elle comptait mettre fin à sa relation avec Johnny ce soir-là, une bonne fois pour toutes, en déclarant que ça allait être une soirée difficile. Lorsque Johnny est arrivé ce soir-là, lui et Lana se sont disputés violemment dans la chambre. Cheryl, qui regardait la télévision à côté, entendait tout. Quand Johnny a menacé de tuer Lana, Cheryl et Mildred, Cheryl a couru à la cuisine, a pris un couteau et s'est précipitée pour défendre sa mère. Lana tentait de faire sortir Johnny, tandis que Cheryl l'attendait à la porte et l'a poignardé au ventre. Johnny l'a regardée et a dit « Mon Dieu, Cheryl, qu'as-tu fait ?» Cheryl a quitté la pièce en courant, posé un couteau sur la table et appelé son père. Pendant ce temps, Lana a appelé un médecin qui a tenté de ranimer Johnny, mais sans succès. Johnny a été déclaré mort sur les lieux. Le 5 avril au matin, Cheryl s'est présentée à la police et a été détenue au centre pour mineurs. À ce moment-là, Lana et Steven avaient engagé l'avocat célèbre Jerry Gisler pour représenter Cheryl. La célébrité de Lana a vite placé l'affaire au cœur d'une frénésie médiatique, alimentant les spéculations sur cette nuit-là.
Il a été confirmé que Johnny était mort d'une blessure au couteau ayant touché foie, veine porte et aorte, causant une forte hémorragie interne. Une enquête a eu lieu le 12 avril 1958. Il y avait plus de 100 reporters et journalistes présents, et l'ambiance a été décrite comme étant presque émeutière. Lana a témoigné sur la mort de Johnny. Elle a dit qu'elle avait d'abord pensé que Cheryl avait frappé Johnny, ne réalisant qu'il avait été poignardé que lorsqu'il s'est effondré au sol, couvert de sang. Lana semblait être au bord de l'effondrement pendant tout le temps où elle a témoigné. Après un total de seulement 4 heures de témoignage et 25 minutes de délibération, le jury du coroner, composé de 12 membres, a unanimement jugé que le meurtre était un homicide justifié, innocentant Cheryl et Lana de toute faute. Cependant, beaucoup ont contesté cette décision. À la sortie du tribunal, un ami de Johnny a dit « C'est faux, elle l'aimait, il y avait de la jalousie avec sa mère, c'était un gentleman ». Beaucoup ont questionné si la prestation de Lana au tribunal n'était pas sa meilleure performance d'actrice, et des théories du complot ont suggéré que c'était en réalité elle qui avait tué Johnny. La famille de Johnny a poursuivi Lana et Stephen Crane, le père de Cheryl, pour décès injustifié, réclamant 750 000 $. Dans la plainte, le fils de Johnny a allégué que Lana était responsable de la mort et que Cheryl avait endossé la responsabilité. Le procès a été réglé en mai 1962, apparemment pour 21 000 $. Bien qu'elle ait été innocentée de tout crime, l'épreuve de Cheryl était loin d'être terminée. Elle a dû rester sous la tutelle du tribunal jusqu'à ce qu'une audience au tribunal pour mineurs ait lieu 12 jours plus tard. À ce stade, le juge a exprimé des inquiétudes concernant une supervision parentale adéquate et, à la demande de Cheryl, elle a été confiée à la garde de sa grand-mère et il a été ordonné qu'elle consulte régulièrement un psychiatre avec ses parents. Cheryl s'est enfuie de chez sa grand-mère, placée en pensionnat, puis s'est encore enfuie. Elle a abusé d'alcool, de comprimés et tenté 2 fois de se suicider. Cependant, à 21 ans, elle a commencé à travailler avec son père dans son restaurant à Hollywood, le Luau. Au cours des 15 années suivantes, elle allait transformer sa vie, devenant finalement vice-présidente de la société hôtelière Prosper. Elle est ensuite devenue agent immobilier, a épousé son partenaire de 40 ans et il est probable qu'elle vive maintenant à Palm Springs. Dans son autobiographie de 1988, elle a évoqué le meurtre pour la première fois, déclarant qu'elle avait tué Johnny et affirmant qu'il l'avait agressé sexuellement. Lana est décédée le 25 juin 1995 après une longue lutte contre un cancer de la gorge, à 74 ans. Cependant, les théories du complot ont persisté, aggravées lorsque Eric Root, un coiffeur de Lana, a affirmé dans un mémoire de 1996 que Lana lui avait avoué avoir poignardé Johnny lors de leur dispute domestique. Elle lui aurait dit « J'ai tué ce fils de pilin et je le referai ». Il a ajouté que Lana l'avait exhorté à révéler cela au public si elle mourait avant lui, afin de laver le nom de sa fille. Cependant, Cheryl a nié cette affirmation, déclarant que son livre est complètement farfelu. Vous savez, tout le monde a quelque chose qu'il veut vendre. Je suppose que c'était la seule façon pour lui de faire publier son livre. Alors qu'en penses-tu ? Est-ce que Cheryl a menti ou tué pour protéger sa mère ? J'aimerais entendre vos théories dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Restez prudents. Au revoir. En plus de son autobiographie, Cheryl a écrit d'autres livres. Voici ce que j'ai trouvé en cherchant sur le site Amazon. Merci et au revoir. Pour la narration de faits divers de cette semaine, nous allons nous intéresser à la vie de Bonnie Lee Bakley. Bonnie est née le 7 juin 1956 à Morristown, dans le New Jersey, de Edward et Marjorie Bakley. Son père, Edward, était alcoolique et Bonnie ainsi que sa jeune sœur Marjorie entretenaient de mauvaises relations avec leurs 2 parents. Lorsque Bonnie avait 8 ans, elle et Marjorie ont été envoyées vivre chez leur grand-mère. À 15 ans, Bonnie a quitté l'école et déménagé à New York, déterminée à devenir mannequin. Elle a fréquenté l'école de mannequinat Barbizon et, pendant qu'elle vivait à New York, elle a rencontré un homme du nom d'Evangelos Polakis. Evangelos, immigré clandestin, désespérait de rester aux États-Unis.
En 1971, Bonnie a accepté d'épouser Evangelos pour lui permettre de rester dans le pays. En échange, Evangelos a versé à Bonnie une somme d'argent inconnue. Peu après la légalisation du mariage, Bonnie y a mis fin et Evangelos a été expulsé. En novembre 1977, après être retourné dans le New Jersey, Bonnie a épousé son second mari, Paul Garon. Paul n'était pas seulement le mari de Bonnie, mais aussi son cousin germain. Le couple a eu 2 enfants ensemble, un fils nommé Glenn et une fille qu'ils ont appelée Holly. Bonnie et Paul ont été mariés 5 ans avant de divorcer en 1982. Bonnie était ambitieuse, déterminée et aspirait au mode de vie d'une célébrité. Elle voulait désespérément être célèbre mais manquait de talent. Bien qu'elle ne soit pas une très bonne chanteuse, elle a enregistré une chanson sous le nom de Lee Bonnie. Elle a également tenté de se lancer dans une carrière de danseuse. Ces 2 tentatives de célébrité ont échoué. Pour subvenir à ses besoins, elle a créé une entreprise de vente par correspondance de photographies nues de femmes, y compris d'elle-même. De plus, elle passait des annonces dans des magazines où elle prenait différentes identités de femmes à la recherche de compagnons masculins. Une fois qu'elle recevait des réponses mentant à ces annonces, elle demandait à ces hommes de lui donner de l'argent, des frais de voyage ou de gros cadeaux. Ses activités devinrent assez prospères et lucratives, ce qui lui permit d'acheter plusieurs maisons. Cependant, cela ne comblait pas encore son désir de célébrité. Avec le temps, ses escroqueries devinrent de plus en plus élaborées. Elle attirait souvent des hommes plus âgés dans des relations, prenait leur argent et disparaissait. Bonnie était une arnaqueuse professionnelle, utilisant plus de 50 pseudonymes pour créer de fausses identités afin d'extorquer ou de voler de l'argent à des hommes sans méfiance. Pendant cette période, ses 2 enfants étaient au courant de ses pratiques commerciales douteuses et illégales. Malgré cela, ils aimaient beaucoup leur mère et entretenaient d'excellentes relations avec elle. Il semble que, malgré de nombreux choix de vie illégaux, elle avait été une bonne mère pour ses 2 jeunes enfants. Au début des années 1980, elle s'est mariée pour la 3e fois avec Roger Moon. Le mariage a duré moins de 3 ans et a rapidement été suivi d'un 4e mariage avec DeMart Sebesley. En 1988, ce mariage a été annulé presque immédiatement. Sans surprise, Bonnie a eu plusieurs démêlés avec la loi. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour des infractions telles que la possession de faux permis de conduire, la détention de fausses informations de sécurité sociale et la tentative d'encaissement de chèques sans provision. Elle a reçu plusieurs amendes et a effectué des travaux d'intérêt général, mais n'a pas été emprisonnée pour ses crimes. Ses rêves de devenir célèbre elle-même n'ayant pas abouti, Bonnie est devenue de plus en plus obsédée par l'idée d'épouser une célébrité et déterminée à y parvenir. Au début des années 90, Bonnie a choisi de s'installer à Memphis, Tennessee. Elle voulait devenir la petite amie de Jerry Lee Lewis, célèbre chanteur et pianiste américain. Après de brefs mariages annulés, en 1992 avec 1993 avec William Weber, elle s'est mise à suivre Jerry Lee Lewis et s'est liée d'amitié avec sa sœur en juillet 1993. Bonnie a eu un 3e enfant, une fille qu'elle a appelée Jerry Lee. Bonnie affirmait que l'enfant était la fille de Jerry Lee Lewis, mais un test acide désoxyribonucléique l'a démenti. Il n'est pas clair si Bonnie et Jerry ont déjà eu une relation physique ou non. Son manager de l'époque a affirmé que ce n'était pas le cas, mais la sœur de Bonnie pensait qu'ils étaient impliqués sentimentalement. Après la naissance de Jerry, Bonnie l'a quitté. Jerry a été élevé par Paul, son 2e mari, qui pourrait être son père biologique. Bonnie a ensuite déménagé en Californie où elle a décidé de poursuivre d'autres célébrités, dont la rumeur disait qu'elles incluaient Dean Martin, Frankie Valli et Gary Busey. On ne sait pas si elle a jamais rencontré ou eu une relation avec ces hommes. En 1994, elle a épousé Robert Tellefson, son 7e mari. Le mariage a de nouveau été annulé peu après. En 1995, elle a épousé Glynn Ashwolf, un pasteur baptiste de Blythe en Californie.
Glynn était célèbre pour détenir le record du plus grand nombre de mariages monogames. Bonnie est devenue sa 29e épouse et lui son 8e mari. Ce mariage a de nouveau été annulé. L'année suivante, en 1996, elle épouse John Ray pour la 9e fois. Au cours des années 1990, elle s'est intéressée à Christian Brando, le fils de l'acteur américain Marlon Brando et de l'actrice Anna Kashfi. À cette époque, Christian purgeait une peine de 10 ans, après avoir plaidé coupable d'homicide volontaire sur le petit ami de sa sœur qu'il avait abattu d'une balle dans le visage. Pendant que Christian était en prison, Bonnie a commencé à lui écrire et à inclure des photos d'elle nues dans les lettres. À sa libération en 1996, Christian a entamé une relation avec Bonnie, alors tout juste mariée à John Ray. Leur relation a continué tout au long de son mariage avec John Ray, qui s'est terminé par un divorce en 1998. En 1999, Bonnie a commencé une relation avec l'acteur Robert Blake après l'avoir rencontré dans un club de jazz. Robert, âgé de 66 ans, était acteur depuis l'enfance et surtout célèbre pour son rôle dans la série télévisée Beretta des années 1970 qui lui a valu un Emmy en 1975. L'année suivante, en juin 2000, Bonnie a eu un 4e enfant, une fille qu'a nommée Christian Shannon Brando. Peu de temps après la naissance, Bonnie a confié à Robert qu'elle n'était pas sûre que ce soit lui ou Christian le père du bébé. Robert a immédiatement exigé un test de paternité, et lorsqu'il a été révélé que la petite fille était la sienne, son nom a été légalement changé en Rose Lenore Sophia Blake. Christian Brando, furieux de la tromperie de Bonnie et ayant appris par le National Enquirer que le bébé n'était pas le sien, a mis fin à leur relation. Bien que Bonnie et Robert n'éprouvaient aucun sentiment, ils se sont mariés en novembre 2000. Bonnie avait enfin réalisé son rêve d'épouser une célébrité, mais Robert n'avait épousé Bonnie que parce qu'elle était la mère de son enfant. Le mariage était non conventionnel dès le début. Un contrat prénuptial stipulait que si l'un des époux mettait fin au mariage, l'autre conserverait la garde de Rose. Il précisait aussi que Bonnie devait demander l'autorisation de Robert avant toute visite de sa famille ou amis, pour elle ou Rose. Le couple n'a jamais réellement vécu ensemble, Bonnie et Rose résidant dans une petite maison d'amis sur la propriété de Robert. Il a été rapporté qu'il s'agissait d'une union malheureuse avec très peu de compassion ou d'attention entre les deux. 5 mois après leur mariage, le 4 mai 2001, Bonnie et Robert sont sortis dîner au restaurant préféré de Robert, Vitello's à Studio City. Robert était un habitué du restaurant, il y avait même un plat à son nom sur le menu. Le couple a dîné ensemble, apparemment très détendus l'un avec l'autre, et juste avant 21h30, ils sont sortis vers la voiture de Robert, une Dodge Stealth noire de 1991 qui était garée au coin de la rue près du restaurant. Alors qu'ils s'approchèrent de la voiture, Robert s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose au restaurant. Bonnie a attendu dans la voiture pendant que Robert retournait chez Vitello. Quand Robert est revenu à la voiture, Bonnie, 44 ans, avait été blessée d'une balle à la tête. Paniqué, Robert a couru vers une maison voisine et frappé à la porte. Le propriétaire Sean Stanek a ouvert la porte et a trouvé Robert en train de crier qu'il fallait appeler le 911. Les services d'urgence sont arrivés peu de temps après, mais Bonnie n'a pas pu être sauvée. Robert était sous le choc. On a découvert peu après que l'objet qu'il était venu récupérer au restaurant était son arme à feu. Une enquête approfondie pour meurtre a suivi, avec Robert comme suspect dès le premier jour. Cependant, avec les diverses escroqueries dans lesquelles Bonnie avait été impliquée tout au long de sa vie, et Christian Brando étant furieux des résultats acides désoxyribonucléiques, la liste des suspects était longue. On a vite confirmé que l'arme portée par Robert la nuit du meurtre n'était pas celle qui a tué Bonnie. L'arme du crime a été découverte dans une poubelle à proximité. Robert a été testé pour des résidus de tir et il a également été déterminé qu'il n'avait pas appuyé sur la gâchette. Lorsqu'il a été interrogé par la police, Robert a expliqué qu'il avait commencé à porter une arme à feu parce que Bonnie s'inquiétait pour sa propre sécurité.
Un camion avait été aperçu devant leur maison à toute heure du jour et de la nuit, et lorsqu'on s'en approchait, il repartait rapidement. Après plus d'un an d'enquête approfondie, une conférence de presse a été organisée le 18 avril 2002. Il a été annoncé que Robert était responsable de la mort de Bonnie et qu'il allait être arrêté. Son arrestation et celle de son garde du corps ont été diffusées à la télévision. Robert a été inculpé de 2 chefs d'accusation, sollicitation de meurtre et meurtre avec circonstances aggravantes. Il s'est vu refuser la liberté sous caution et placé à l'isolement à cause de la médiatisation de son affaire. Robert voulait absolument organiser une interview télévisée en prison, poussant 2 de ses avocats, opposés à l'idée, à démissionner. Après avoir passé près d'1 an en prison en attendant son procès, le 26 février 2003, Robert a accordé une interview télévisée à Barbara Walters, animatrice d'American Broadcasting Company. Au cours de cette interview, il a vigoureusement nié toute implication, quelle qu'elle soit, dans la mort de Bonnie. En parallèle, la sœur de Bonnie, Marjorie, et ses 4 enfants, dont Rose, la benjamine de moins de 2 ans, ont poursuivi Robert pour décès injustifié. Cela a placé ses avocats dans une situation difficile, car dans une affaire civile, Robert pouvait être déposé et témoigner. Alors que dans l'affaire pénale, la décision de faire témoigner ou non Robert leur appartenait. L'affaire civile a finalement été reportée et l'audience préliminaire pour l'affaire pénale a eu lieu au début de 2003. Il a été décidé que Robert serait jugé pour le meurtre et, fait inhabituel, il a été libéré sous caution d'1 500 000 $ en attendant le procès. Après s'être brouillé avec son avocat, Thomas Mezzero, qui a ensuite défendu Michael Jackson, Robert a engagé un avocat peu connu du nom de Gerald Schwartzbeck. Gerald croyait pleinement à l'innocence de son client et était sûr de son acquittement lorsque le procès débuta en décembre 2004. Reconnu coupable, Robert risquait la perpétuité sans libération conditionnelle. L'affaire de l'accusation s'articulait autour de 2 cascadeurs à la retraite, Gary McLarty et Ronald Duffy Hambleton. Ils ont tous les 2 témoigné que Robert les avait approchés pour tuer Bonnie. L'accusation a prouvé que Duffy avait acheté un téléphone prépayé et que plus de 30 appels ont eu lieu entre Robert et lui. Lorsque les 2 cascadeurs avaient refusé de la tuer, ils ont affirmé que Robert avait pris les choses en main. Bonnie avait toujours eu l'étrange habitude d'enregistrer chacun de ses appels téléphoniques et l'accusation a présenté des preuves de dispute entre Bonnie et Robert. Ils ont aussi questionné pourquoi Robert s'était garé dans une rue sombre, loin du restaurant, la nuit du meurtre, alors que le couple craignait qu'elle soit suivie. Ils ont affirmé que Robert était obsédé par sa fille et voulait faire disparaître sa femme. L'accusation a également affirmé que personne n'avait vu Robert revenir au restaurant ce soir-là. La défense a donné une version des faits différente. Ils ont soutenu que l'absence de résidus de tir prouvait que Robert n'avait pas appuyé sur la gâchette. La défense a déclaré que Robert avait effectivement contacté Duffy, mais que c'était parce qu'il voulait une protection et que Duffy s'occupe de la personne qui rôdait devant leur maison. Cela a été confirmé par le fils de l'autre cascadeur, qui a témoigné que son père s'était vu offrir 10 000 $ pour passer à tabac le harceleur. Ils ont aussi convenu que la cabine où Robert et Bonnie étaient assis ce soir-là était près de l'entrée et que Robert aurait pu revenir discrètement si l'hôtesse s'était éloignée de la réception. La défense a poursuivi en discréditant les 2 cascadeurs en les prenant en flagrant délit de mensonge concernant leur propre consommation de drogue. Le 16 mars 2005, Robert a été déclaré non coupable du meurtre de Bonnie. Le procureur a publiquement qualifié le jury d'incroyablement stupide, et beaucoup de gens pensaient que Robert s'en était sorti après avoir commis un meurtre. Cependant, de nombreux proches de l'affaire pensaient tout le contraire, faute de preuves concrètes liant Robert au crime. Quelques mois plus tard, Robert comparaissait de nouveau au tribunal après la plainte civile de la famille de Bonnie. Alors qu'une affaire pénale doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, le seuil dans une affaire civile est considérablement plus bas, puisqu'il suffit qu'une prépondérance de preuves soutienne la demande du plaignant. C'est-à-dire que l'argument du plaignant est plus susceptible d'être vrai que faux.
Robert n'a pas témoigné à son procès pénal, mais a dû le faire au civil. Lors de son témoignage, il était querelleur, en colère et sur la défensive. Parfois, il soulevait ses propres objections et il laissait même aller jusqu'à en accepter une lui-même. Le jury a délibéré 8 jours avant de conclure à sa responsabilité dans la mort de Bonnie et d'accorder 30 millions de dollars de dommages-intérêts. Dollars américains. Un appel ultérieur a confirmé cette décision, mais a réduit les dommages-intérêts à 15 millions de dollars. Malgré cette décision, le jury lors du procès civil n'a pas pu se mettre d'accord sur la manière dont Robert était responsable de la mort de sa femme. Avait-il appuyé sur la gâchette ou avait-il payé quelqu'un pour le faire à sa place ? L'affaire civile n'a pas été sans controverse supplémentaire, car il a été rapporté que certains jurés avaient décidé de sa culpabilité avant même le début du procès. Peu de temps après le verdict, Robert a déposé le bilan et n'a pas travaillé comme acteur depuis plus de 2 décennies. D'autres informations provenant de l'équipe de défense pénale de Robert ont révélé que, lors de la préparation du procès, ils avaient entendu parler d'une femme du nom de Diane Madsen. Elle a indiqué qu'elle avait surpris Christian Brando en train de parler au téléphone avec quelqu'un du nom de Duffy. Christian avait déclaré ne pas connaître Duffy. Un autre témoin, Brian Allen, s'est manifesté en déclarant qu'il avait vu Duffy parler à un homme qu'il connaissait, appelé Mark Jones. Mark était connu pour avoir un problème de toxicomanie, et peu de temps avant le meurtre de Bonnie, Brian l'avait vu porter une arme qui correspondait à l'arme du crime. D'autres avaient aussi vu Mark avec cette arme. La défense avait déposé une requête pour inclure cette information au procès, mais la requête avait été rejetée. La défense pensait que Mark Jones avait tiré sur Bonnie après avoir été engagé par Duffy, soit à la demande de, soit pour impressionner Christian Brando. 4 semaines après le meurtre de Bonnie, Mark Jones s'est suicidé. Christian Brando est décédé en 2009 d'une pneumonie et Duffy est mort de cause naturelle quelques années plus tard. L'opinion reste divisée quant à la culpabilité ou non de Robert dans le meurtre. La famille de Bonnie reste convaincue qu'il a tué Bonnie, mais Robert maintient son innocence à ce jour. Le meurtre reste officiellement non résolu. Et avec beaucoup des personnes clés impliquées dans ces événements maintenant décédés, il est extrêmement improbable que nous connaissions un jour toute la vérité. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous, comme toujours, je serai intéressé de les lire. Merci beaucoup d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir. Sur IMDb, Bonnie figure comme figurante dans Radio Days et Turk 182. Au revoir. Pour la narration de True Crime d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie de l'actrice Dominique Ellen Dunne. Dominique est née à Santa Monica, en Californie, le 23 novembre 1959. Ses parents, Ellen Beatrice Griffin Dunne et Dominique Dunne, avaient déjà 2 fils, Griffin et Alexandre. Ils avaient également perdu 2 filles en bas âge auparavant. Ellen et Dominique étaient riches et prospères. Ils travaillaient comme producteurs, acteurs et écrivains, et Dominique a eu une enfance heureuse. Ses parents ont divorcé quand elle avait 10 ans. Mais ils sont restés proches et tous deux ont activement participé à l'éducation de leurs enfants. Dès son plus jeune âge, Dominique s'intéressait au théâtre et a commencé à jouer lorsqu'elle était adolescente. Son frère aîné, Griffin, travaillait déjà comme acteur et producteur. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Dominique est allée à l'Université du Colorado pour étudier le théâtre. Cependant, après seulement 1 an, elle a quitté l'université, décidant plutôt de retourner en Californie pour commencer sa carrière. En moins de 3 semaines à Hollywood, Dominique a trouvé son premier emploi. Dans le téléfilm de 1979, Journal d'une autostoppeuse adolescente, puis d'autres rôles ont rapidement suivi, y compris de petits rôles dans la série télévisée Lou Grant, Fame, Breaking Away et Pour l'amour du risque. Sa grande chance est arrivée en 1981 lorsqu'elle a été choisie pour incarner Dana Freeling, la fille aînée dans le film Poltergeist. Sa carrière était en plein essor et la vie semblait très belle pour Dominique.
Au volant d'une coccinelle décapotable bleue à Los Angeles, elle est vite devenue célèbre dans le cercle mondain d'Hollywood. À l'automne 1981, Dominique a visité le lieu très prisé des célébrités, Ma Maison. Ce restaurant sur Melrose Avenue avait été ouvert en 1973 par Patrick Terrell et avait été soutenu par Gene Kelly. Avec l'arrivée de Wolfgang Puck en 1975, il est rapidement devenu un aimant pour certaines des plus grandes célébrités de l'époque. C'est ici qu'elle a rencontré le chef de 25 ans, John Sweeney. Leur relation a été intense dès le début et, en quelques semaines, le couple vivait ensemble dans une maison d'une chambre sur Rangeley Avenue à West Hollywood. Malheureusement, leur relation s'est détériorée aussi rapidement qu'elle avait commencé. Dominique s'est vite rendu compte que John était extrêmement possessif, jaloux et dominateur, et qu'il voulait contrôler tous les aspects de sa vie. Il avait besoin de savoir avec qui elle était et ce qu'elle faisait à tout moment. Lorsque le père de Dominique est venu de New York, il a remarqué que l'équilibre n'était pas bon entre le couple et il a même dit à la mère de Dominique que John semblait bien plus amoureux de Dominique qu'elle ne l'était de lui. Malgré cela, il n'avait aucune raison de soupçonner un événement sinistre. Cependant, la nature contrôlante de John s'était maintenant transformée en violence physique et il était vite devenu évident qu'il ne se cachait même pas de ceux qui étaient au courant. Après une dispute en août 1982, Dominique s'est réfugié chez sa mère. John est arrivé peu de temps après et a commencé à frapper aux fenêtres en criant pour que Dominique sorte. Bien qu'elle soit manifestement terrifiée par cela, sa famille n'avait toujours aucune idée de l'ampleur de la violence qu'elle subissait. Malgré ce traitement, Dominique s'est retourné vivre avec John et les violences ont continué. Beaucoup d'amis de Dominique ont été témoins soit des menaces, soit des violences de John, et en septembre 1982, le couple a été entendu en train de se disputer par leur ami Brian Cook. Brian séjournait chez eux à ce moment-là. Lorsque Brian a entendu du bruit provenant de la pièce voisine, il est allé voir et a trouvé John en train de maltraiter physiquement Dominique. Dominique a dit à Brian que John tentait de la tuer, mais John a nié et proposé qu'ils aillent se coucher. Dominique a accepté, mais au lieu de se recoucher, elle est sortie par la fenêtre de la salle de bain. Quand John a entendu le moteur de la voiture démarrer, il est sorti en courant et a sauté sur le capot de la voiture pour essayer de l'arrêter. Cependant, Dominique a réussi à s'échapper et s'est rendu chez un ami de la famille où cet ami a pris des photos de ses blessures. Dominique est ensuite allée chez sa mère où elle a appelé John et lui a dit que leur relation était terminée. Le lendemain, Dominique tournait une scène pour Hill Street Blues dans laquelle elle jouait une victime d'agression. En raison du nombre de coupures et de bleus sur son visage, elle n'a pas eu besoin de maquillage pour la scène. Les ecchymoses visibles dans l'épisode avaient été infligées par John la veille au soir. Lorsque John a quitté leur maison à West Hollywood, Dominique a changé les serrures et Chevron est retourné y vivre. Le 30 octobre 1982, Dominique était chez elle avec l'acteur David Packer. Ils répétaient en leur réplique pour leur rôle dans la prochaine émission télévisée, La bataille finale. Vers 20h30 ce soir-là, John est arrivé chez elle en la suppliant de lui parler. Après beaucoup d'insistance, elle a accepté de lui parler sur le porche pendant que son partenaire David restait dans la maison. Il ne fallut pas longtemps avant que David n'entende des disputes venant de l'extérieur, suivi d'un bruit qui ressemblait à quelqu'un qui se faisait frapper. Il a entendu des cris, puis un bruit sourd. David a décidé d'appeler la police et a été par inadvertance mis en relation avec la mauvaise brigade à qui on a dit que la maison était en dehors de leur juridiction. Il a ensuite appelé un ami et l'a prévenu que s'il mourait cette nuit-là, c'était John Sweeney qui l'aurait fait. En sortant par la porte arrière, David a contourné la maison et vu Dominique allongée dans les buissons, John penché sur elle. John a dit calmement à David d'appeler la police. Cette fois, la police est arrivée et lorsqu'ils sont arrivés, John a admis qu'il avait tenté de tuer Dominique. Dominique a été emmenée d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinai et mise sous respirateur.
après que 4 scanners distincts ont tous montré aucune activité cérébrale. Le système de maintien en vie de Dominique a été débranché le 4 novembre 1982, 5 jours plus tard. Ses reins et son cœur ont été donnés pour greffe. Elle n'avait que 22 ans. Les funérailles de Dominique ont eu lieu le 6 novembre 1982, Tatelix, à l'église du Bon Pasteur, boulevard Santa Monica. Jean a été inculpé de meurtre au premier degré et d'agression avec intention de causer de graves blessures pour l'incident précédent. Le propriétaire de ma maison, Patrick Terrell, a décrit Jean comme un jeune homme très fiable et a déclaré publiquement qu'il l'aiderait pour sa défense juridique. La sélection du jury pour le procès a commencé en juillet 1983. Jean a affirmé qu'il n'était pas coupable de l'agression précédente, déclarant qu'il avait simplement essayé d'empêcher Dominique de quitter la maison ce soir-là. Il a aussi déclaré que la nuit du meurtre, il était allé voir Dominique après qu'ils aient convenu de se réconcilier. Il a affirmé qu'il faisait des projets pour se remettre ensemble, se marier et avoir des enfants. Il a ensuite déclaré qu'elle lui avait dit qu'elle avait changé d'avis à propos de leur relation et, en entendant cela, il a été envahi par la rage et n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. La seule chose dont il se souvient, c'est de se tenir au-dessus de Dominique et d'essayer de la ranimer. Il affirme ensuite avoir tenté de mettre fin à ses jours, mais aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. L'accusation semblait voir son dossier entravé à chaque étape par le juge Burton S. Katz, qui paraissait souvent bien plus préoccupé par la façon dont il était perçu que par la présidence d'un procès pour meurtre. Lorsque l'accusation a fait venir l'une des anciennes petites amies de John, Lillian Pierce, elle était là pour témoigner de la violence qu'elle avait subie de sa part. Elle n'a alors pas été autorisée à le faire devant le jury tant que le juge n'avait pas examiné ses preuves. Après cela, le juge Katz a décidé que l'accusation ne pouvait pas utiliser le témoignage de Lillian, car l'effet préjudiciable l'emportait sur la valeur probante. Le jury n'a jamais été informé de ce qui était arrivé à Lillian. De plus, le juge a refusé de laisser les amis de la mère de Dominique témoigner au sujet de la peur et des abus auxquels elles avaient assisté, au motif que leurs déclarations étaient en des ouï-dire. Si les témoignages de Lillian Pierce, de la mère de Dominique et de ses amis avaient été autorisés, l'accusation aurait pu prouver au moins 13 cas de violence grave commis par John. Au lieu de cela, l'absence de ces informations a permis à la défense de présenter John comme une personne ordinairement raisonnable, qui avait eu un incident isolé de violence. Lorsque 2 photos prises après la première agression ont été présentées au tribunal, la défense a tenté de les discréditer en montrant la 3e photo de la série. Sur cette 3e photo, Dominique riait, poussant la défense à contester sa validité. Au tribunal, il a été précisé que la 3e photo avait été prise après une blague ironique sur le fait que Dominique n'aurait plus besoin de maquillage pour sa scène de victime de violence plus tard, sans minimiser ses blessures. Le premier policier sur les lieux a déclaré au tribunal que John avait avoué sur place. L'autopsie de Dominique a confirmé qu'elle était en mort cérébrale avant son transfert à l'hôpital. Il a été établi que la mort par strangulation aurait pris entre 4 et 6 minutes, ce que l'accusation a soutenu comme étant largement suffisant pour que John se rende compte de ce qu'il faisait. Au cours du procès, le juge semblait traiter John avec empathie mais la famille de Dominique avec mépris. Après qu'une requête ait été déposée par l'équipe juridique de John, le juge a statué que l'accusation de meurtre au premier degré devait être retirée car, selon lui, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour soutenir cette accusation la plus grave, en raison de l'absence de preuves de préméditation ou de délibération. Les seules options alors ouvertes au jury étaient le meurtre au second degré ou l'homicide involontaire. Après les plaidoiries finales, le jury a délibéré 8 jours avant de rendre son verdict le 23 septembre 1983, Cedar Anstojot. John a été reconnu coupable d'homicide volontaire et de voies de fait délictuelles. Pour clarifier, la définition de l'homicide volontaire est celle de tuer intentionnellement un être humain lorsque l'auteur n'avait pas l'intention préalable de tuer,
mais a agi sous le coup de la passion dans des circonstances qui auraient censé pousser une personne raisonnable à être bouleversée émotionnellement ou mentalement. Il y a eu une indignation publique face au verdict et, au moment de l'audience de la sentence, le juge avait changé de position et a critiqué le jury de ne pas avoir rendu un verdict de culpabilité pour meurtre. Et ce alors qu'il avait lui-même retiré l'option de meurtre au premier degré. Jean a reçu la peine maximale pour ses crimes, soit 6 ans et demi. Il a été envoyé dans une prison à sécurité moyenne à Susanville, en Californie, où il a purgé 3 ans, 7 mois et 27 jours de détention. Il a été libéré sur parole en septembre 1986. Peu après sa libération, John a été embauché comme chef cuisinier dans le restaurant haut de gamme The Chronicle à Los Angeles. Lorsque la famille de Dominique a découvert cela, elle a manifesté devant le restaurant en distribuant des tracts disant « La nourriture que vous mangerez ce soir a été préparée par les mains qui ont tué Dominique Dunn. » John a rapidement perdu son emploi. Il a ensuite déménagé dans le nord-ouest des États-Unis et changé son nom en John Maurer. La famille Dunn a alors découvert que John s'était fiancé et a contacté la famille de sa nouvelle fiancée pour les avertir de son passé. John a ensuite affirmé que la famille Dunn le harcelait. Les rapports divergent quant à l'endroit où il se trouve aujourd'hui et sur le fait qu'il soit encore en vie ou non. La mère de Dominique a fondé le groupe Justice pour les victimes d'homicide, encore actif aujourd'hui. Pour votre information, je mettrai un lien vers le site web. Son travail a été honoré par le président George Bush à la Maison-Blanche en 1989. Le père de Dominique, est décédé en 2009 d'un cancer de la vessie à l'âge de 83 ans. Cela conclut l'histoire d'aujourd'hui. Cette histoire m'a été suggérée par Miji Yoon. Il y a également eu quelques autres commentaires faits par certaines personnes, donc je vais simplement les mentionner. C'était Betty James, A.S.M. Wood, Breezy et Sandra Sanders. Merci donc à ceux qui ont commenté à ce sujet et suggéré cette histoire. Comme d'habitude, veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Restez prudents. Psst. Donny Etis m'a demandé de dire slow. Alors Donny Slow. Ça s'écrit C-L-O-U-G-H. Pour la narration de faits divers de cette semaine, nous allons nous pencher sur la vie de Carol Dregoff et Bernard Finch, ainsi que sur une histoire qui s'est déroulée dans les tabloïds à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Carol est née en 1937 à South Pasadena, en Californie. Elle a obtenu son diplôme du lycée Mark Keppel à Alhambra en 1955. C'était une grande et belle jeune femme qui a suivi un court cursus de mannequinat après le lycée, mais qui aspirait à devenir décoratrice d'intérieur. À l'âge de 18 ans, elle a épousé son amour de lycée, James Papa. James, originaire de Louisiane, avait 3 ans de plus que Carol. Cependant, sa famille a déménagé en Californie lorsqu'il était enfant. James est devenu un culturiste qui allait plus tard devenir un candidat à Mister États-Unis d'Amérique. Après leur mariage, le couple a acheté une maison sur Big Dalton Avenue à La Puente, en Californie. De l'extérieur, ce jeune couple semblait tout avoir, mais comme souvent, les apparences sont trompeuses. Plus tard, en 1955, Carol, âgée de 18 ans, a commencé à travailler au centre médical de West Covina à Los Angeles. Celui-ci appartenait à un homme nommé Bernard Finch. Bernard, âgé de 38 ans, était un médecin marié extrêmement prospère et riche. Bernard et sa femme depuis 4 ans, Barbara, âgée de 29 ans, étaient donc tous deux de fervents joueurs de tennis et on les voyait souvent au club de campagne local ou en train de socialiser avec leurs amis riches et célèbres. Bernard et Barbara étaient tous deux remariés et avaient des enfants de leurs unions précédentes. Bernard avait 3 enfants, Tom, Sharon et Linda, de son mariage avec Frances Finch, et Barbara avait une fille nommée Patty, de son mariage avec Lyle Doherty. Après que Bernard et Barbara se sont mariés en 1951, leurs ex-conjoints ont commencé à sortir ensemble et ont fini par se marier. Par la suite, Lyle a alors adopté les 3 enfants de Bernard.
Bernard et Barbara vivaient dans une maison luxueuse sur Larkhill Drive avec leur fille Patty et leur fils Raymond, qui est né en 1953. Dans son centre médical, Bernard avait la réputation auprès du personnel féminin d'être un coureur de jupons qui avait de multiples liaisons. En août 1956, après avoir travaillé pour Bernard pendant environ 1 an, Carol a été promue secrétaire médicale et, moins de 6 mois plus tard, ils ont déjeuné ensemble en privé pour la première fois. Une liaison a rapidement suivi et, en quelques mois, Bernard avait loué un appartement à Monterey Park que le couple visitait chaque midi afin de poursuivre leur relation. Cela a duré plus d'1 an avant que Barbara ne découvre l'infidélité de son mari en 1958. Barbara a alors appelé le mari de Carol, James, qui a été choqué d'apprendre que sa femme lui était infidèle. Lorsque James a confronté Carol, elle lui a dit qu'elle voulait divorcer et a quitté leur maison pour retourner vivre avec son père et sa belle-mère. Pendant ce temps, Barbara a décidé d'engager un détective privé pour rassembler des preuves de l'adultère de son mari. Selon la loi californienne de l'époque, un divorce donnerait droit à Barbara à la moitié de la fortune de Bernard, estimée à 750 000 $. Cependant, si l'adultère était prouvé, le tribunal pouvait accorder à la partie lésée le pourcentage qu'il estimait juste. Bernard était ruiné financièrement. Alors que la relation entre Bernard et Barbara devenait de plus en plus tendue, Carol a déménagé à Las Vegas, où elle a commencé à travailler comme serveuse de cocktails tout en vivant dans un appartement payé par Bernard. Le 16 mai 1959, Barbara a signalé à la police que Bernard l'avait frappée avec la crosse d'un pistolet. Lorsque la police est arrivée, Bernard avait déjà quitté la maison et aucune autre mesure n'a été prise. Bernard a emménagé dans un motel près de son centre médical. 4 jours plus tard, le 20 mai 1959, Bernard a reçu les papiers de divorce pour adultère et cruauté extrême. Une décision du tribunal a gelé ses avoirs financiers. Bernard était furieux. Barbara s'est confiée à leur domestique, Marie-Anne Lidolm, âgée de 19 ans, en lui disant que Bernard l'avait menacée de la tuer en mettant son corps dans une voiture et en la poussant du haut de la falaise près de leur maison, et que s'il ne pouvait pas faire cela, il engagerait quelqu'un pour la tuer. Peu de temps après ces menaces, Barbara a entrepris d'obtenir une ordonnance restrictive et a rendu visite à un détective privé pour se renseigner sur l'embauche d'un garde du corps, ainsi que sur la manière d'obtenir un permis de port d'armes dissimulé. Elle aurait dit au détective qu'elle ne serait sans doute plus en vie à Noël. Le vendredi 17 juillet 1959, Bernard a pris un vol tardif de Californie à Las Vegas pour passer le week-end avec Carol. Le lendemain, samedi 18 juillet, Barbara a quitté sa maison vers 14h30 pour se rendre au Los Angeles Tennis Club. Elle est rentrée chez elle vers 23h ce soir-là et a garé sa voiture dans le garage. Peu de temps après, Barbara gisait morte sous un petit arbre au bord de sa propriété, ayant subi 2 fractures du crâne et ayant été abattue dans le dos, juste sous l'omoplate. La police a été prévenue par Marie et est arrivée sur les lieux peu après. Plusieurs versions de cette nuit-là ont émergé. Marie a dit à la police qu'elle était dans la maison quand elle a entendu la voiture de Barbara entrer dans le garage. Peu après, Marie a entendu une dispute et Barbara criait à l'aide. Marie a couru au garage, a allumé la lumière et a vu Barbara allongée sur le sol du garage, saignant d'une coupure au front. Bernard la surplombait. Marie a raconté à la police que Bernard s'était précipité, l'avait saisie au visage et cogné sa tête contre le mur du garage. Marie, presque assommée par le coup, se souvenait vaguement que Bernard lui avait dit de monter dans la voiture. Elle s'est traînée jusqu'à la banquette arrière. Marie a ajouté que Bernard avait une arme à la main et forçait Barbara à prendre le siège du conducteur de la voiture. Barbara a alors sauté de la voiture et s'est précipitée vers la maison des parents de Bernard, située à une 30aine de mètres. Marie a profité de cette occasion pour retourner dans la maison et appeler la police. En faisant cela, elle a entendu un coup de feu. Le lendemain matin, Bernard a été arrêté dans l'appartement de Carol à Las Vegas. Après avoir d'abord refusé de parler, il a ensuite affirmé être à Las Vegas avec Carol lors du meurtre de Barbara. Il a affirmé que sa voiture était à l'aéroport depuis vendredi soir pour prouver sa présence. Cependant, Carol a raconté une autre version des faits. Elle a dit avoir déménagé à Las Vegas pour fuir le triangle amoureux
et que Bernard lui avait rendu visite vendredi soir pour lui proposer de voir Barbara afin de régler leur divorce. Carol et Bernard ont conduit de Las Vegas à Covina dans sa DeSoto de 1957. Elle s'est ensuite garée le long de la route près de la maison de Barbara. Ils sont allés jusqu'à la maison de Barbara et, en découvrant qu'elle n'était pas chez elle, se sont assis sur la pelouse devant la maison pour attendre son retour. Carol a ensuite décrit comment, lorsque Barbara est rentrée chez elle et les a vus, elle a crié et a sorti un pistolet de son sac à main. En voyant le pistolet, Carol s'est enfuie se cacher dans les buissons, affirmant n'avoir rien vu ni entendu ensuite. Quand la police est arrivée, elle s'est éclipsée, a repris sa voiture et est rentrée à son appartement à Las Vegas. À son arrivée, Bernard était déjà présent. Carol a dit à la police qu'ils étaient allés voir Barbara parce que Bernard exigeait le divorce, ce que Barbara refusait. Or, les archives du tribunal montrent que Barbara avait déjà demandé le divorce. Carol mentait-elle ou Bernard l'avait-il trompée ? Bernard a ensuite admis avoir été chez Barbara la nuit du meurtre, avec une version des faits qui reprenait ce que Carol avait dit. Bernard a affirmé qu'après que Barbara ait sorti l'arme, Carol avait effectivement pris la fuite. Barbara et Bernard se sont violemment disputés, puis Bernard a déclaré l'avoir poursuivie lorsqu'elle s'est enfuie. Il a fait tomber l'arme de sa main, mais alors qu'il l'a ramassée pour la jeter, il a affirmé que le coup était parti accidentellement. Barbara a fui puis est tombée. Bernard a rejoint Barbara, stupéfait qu'elle ait été blessée par balle. Il a voulu partir pour demander de l'aide, mais Barbara lui a demandé de rester. Selon Bernard, ces derniers mots lui ont demandé de veiller sur les enfants, présents dans la maison lors de la fusillade, mais qui ne se sont heureusement pas réveillés. Bernard a ensuite déclaré qu'en détresse, il avait chevolé 2 voitures, une Ford dans la rue Citrus, abandonnée à la puante, puis une Cadillac rouge et blanche. Il est ensuite retourné à Las Vegas pour être avec Carol. La Cadillac a été retrouvée près de l'appartement de Carol lorsque Bernard a été arrêté le lendemain matin. Carol a témoigné lors de l'audience préliminaire de Bernard le 29 juillet. Dès qu'elle a donc quitté la barre des témoins, elle a été arrêtée. La police avait toujours soupçonné son implication dans le crime et des incohérences dans son témoignage l'ont confirmé pour eux. Bernard et Carol ont été jugés ensemble à partir de décembre 1959. Le procès a suscité une forte médiatisation, les détails sur le médecin à succès et sa maîtresse occupant les gros titres. La couverture médiatique était si intense que même lorsqu'il n'y avait aucune nouvelle information à rapporter, ils publiaient des articles sur ce que Carol et Bernard allaient aller manger pour leur dîner de Noël et sur la façon dont chacun d'eux allait célébrer Noël en prison. L'accusation, qui croyait fermement à la version des faits de Marie, a également présenté comme preuve des lettres que Marie avait envoyées à sa mère avant le meurtre, lui racontant la violence et les menaces que Barbara avait subies de la part de Bernard. De plus, l'accusation a présenté un témoin du nom de Jean-Patrick Cody, qui a témoigné que Bernard et Carol l'avaient engagé pour séduire Barbara afin que Bernard puisse déposer une demande reconventionnelle pour adultère lors du divorce. C'était son plan pour éviter la ruine financière. Ce plan n'a pas fonctionné, alors Bernard et Carol ont payé Jean pour tuer Barbara. Ils ont versé un acompte de $350 et, quelques jours plus tard, Jean a informé Carol que le travail était terminé. Elle lui a alors payé le solde de $850. En fait, Jean avait fait la fête tout le week-end et Barbara était vivante. Lorsque Bernard et Carol l'ont découvert, Jean a exprimé sa surprise et a déclaré qu'il avait dû tuer la mauvaise femme. Le couple a accepté de payer $200 de plus pour que Jean finisse le travail, mais il a pris l'argent et s'est volatilisé. Jean a aussi déclaré que Bernard lui avait dit « Avant de la tuer, précise que la balle vient de Bernie ». L'accusation a également présenté des preuves de ce qui allait devenir connu dans la presse comme un kit de meurtre fait maison. La mallette en cuir marron de Bernard a été retrouvée sur les lieux du crime et contenait, entre autres, des balles, un couteau à découper, 2 morceaux de corde à linge de 3 mètres, des somnifères, une pompe gastrique, une petite bouteille de liquide non identifié, des seringues hypodermiques, des gants chirurgicaux et des horaires de train. L'accusation a avancé l'hypothèse que le couple avait prévu de tendre une embuscade à Barbara à son retour chez elle, de l'assommer avec des sédatifs, puis de lui injecter une bulle d'air mortelle dans la circulation sanguine avant de la placer au volant de sa voiture et de la pousser du haut de la falaise afin de faire passer sa mort pour un accident.
Bernard a témoigné à la barre le 3 février 1960. Il est resté fidèle à la version des faits qu'il avait précédemment décrite à la police. Son équipe de défense l'a dépeint comme un mari frustré mais aimant, poussé vers une autre femme après que sa femme ait perdu tout intérêt pour lui après la naissance de leur fils. Bernard a reconnu sa liaison avec Carole, précisant que sa femme le savait aussi. Il a dit qu'il avait décidé de voir d'autres personnes et de retarder leur divorce pour des raisons financières jusqu'à la finalisation de son accord pour construire son nouvel hôpital. Bernard a déclaré que Barbara avait annulé l'accord après que James, mari séparé de Carole, lui ait révélé des détails sur la vie de Bernard avec Carole. Bernard a alors reconnu avec Carole avoir engagé John Cody pour séduire Barbara, mais rien de plus. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que John les arnaquait, ils ont décidé de rendre visite à Barbara pour essayer de discuter calmement avec elle. Bernard a expliqué que la prétendue trousse de meurtre était en fait une corde pour son bateau, un couteau pour son appartement et divers objets utiles à son métier de médecin. Après 4 mois, le procès s'est terminé le 13 mars 1960. Les 6 hommes et 6 femmes du jury ont passé plus de 40 heures à délibérer. Cela s'est déroulé sur une période de 8 jours, mais ils n'ont pas pu parvenir à un accord. Ils ont voté à 10 contre 2 que Bernard était coupable de meurtre au second degré et à 8 contre 4 que Carole était innocente. Faute de consensus, un nouveau procès était requis. Carole a été libérée sous caution de 25 000 $ en attendant le second procès, mais Bernard s'est vu refuser cette liberté. Le nouveau procès a commencé quelques mois plus tard, le 27 juin, et s'est poursuivi jusqu'au 7 novembre 1960. Cela en faisait alors le procès le plus long de l'histoire criminelle de Californie. Le jury pensait tous que Bernard était coupable, mais devait encore décider s'il s'agissait d'un meurtre au premier ou au second degré. Le jury était partagé, 9 pour la culpabilité de Carole contre 3. Une fois de plus, le procès s'est terminé par un jury sans verdict et un nouveau procès a été programmé. L'année suivante, à partir du 3 janvier 1961, le troisième procès a duré jusqu'au lundi 27 mars, lorsque le jury a rendu ses verdicts. Ils ont déclaré Bernard coupable de meurtre au premier degré, Carole coupable de meurtre au deuxième degré et tous deux coupables de complot en vue de commettre un meurtre. Le procureur adjoint a déclaré qu'ils allaient demander la peine de mort pour les 2 accusés. Le 5 avril 1961, Bernard et Carole ont été condamnés à perpétuité. Après avoir entendu le verdict, Carole a pleuré. « Non, 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 je serai une vieille femme quand je sortirai. » Avec cette peine, ils deviendraient tous deux éligibles à une libération conditionnelle après avoir purgé 7 ans, ce qui contraste fortement avec le premier vote du jury, qui s'est soldé par 11 voix contre 1 en faveur de la peine de mort. Carole est allée en prison en déclarant toujours son amour et sa dévotion à Bernard, affirmant qu'ils se marieraient une fois leur peine purgée. 7 ans plus tard, en 1968, Carole, qui était décrite comme une prisonnière modèle, et Bernard se sont vus refuser la libération conditionnelle. L'année suivante, le 1er mai 1969, Carole a obtenu la liberté conditionnelle et a été libérée de prison. Elle s'est cachée chez une amie et a pris un nouveau nom. Bernard a encore été refusé en liberté conditionnelle, mais l'a obtenu 2 ans après, en 1971. Il a été libéré de prison le 29 octobre 1971, après avoir purgé un peu plus de 10 ans de sa peine. Carole a continué à vivre à West Covina et a travaillé dans un hôpital jusqu'à sa retraite. Bernard a ensuite épousé une assistante sociale en psychiatrie et pratiqué la médecine dans le Missouri plusieurs années avant de rétablir sa licence en Californie. Il est décédé en 1995 à l'âge de 77 ans. Malgré leur déclaration d'amour éternel, Bernard et Carole ne se sont jamais revus après leur sortie de prison. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir. Psst, il existe un livre intitulé « Un meurtre à West Covina » qui traite de cette affaire. Il est écrit par James L. Jones. Au revoir.